Attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et nous recevons ce matin Noam Yaron, un défi à la nage pour la planète. L'influenceur et aventurier suisse Noam Yaron se lance un nouveau défi de taille relié Calvi à Monaco à la nage, soit plus de 180 km en 5 jours et en 5 nuits. Objectif, sensibiliser à l'urgence climatique et à la prévention des océans. Un exploit sportif doublé d'un engagement fort pour l'environnement. Il est avec nous sur le plateau. Bonjour Noam. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci Mike Perez également d'être avec nous. On peut avoir peur de se mouiller aujourd'hui. Ouais, puis d'y rester longtemps surtout. Et d'y rester longtemps, effectivement. Projet que tu es déjà venu nous expliquer sur ce plateau. Projet qui prend enfin forme, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc j'ai fait une première tentative en août dernier qui était, on espérait la seule qu'on voulait faire. Ouais. Mais malheureusement la météo on a décidé un peu autrement et après 103 km et 48 heures dans l'eau, j'ai dû sortir de l'eau. Et puis on a eu un écho médiatique sur les réseaux sociaux qui a été tel que c'était évidemment que le sportif en moi n'allait pas abandonner de revenir l'année prochaine, mais surtout l'engagement qui était l'objectif premier de pouvoir promouvoir la préservation des eaux et la protection de la biodiversité a été plus que rempli. On a touché à peu près 100 millions de personnes et on s'est dit que cette année non seulement il fallait aller chercher ce record du monde, mais continuer de sensibiliser un maximum de personnes à ces enjeux méditerranéens. Alors, tu as bien dit sortir de l'eau, mais pas abandonner. Ça veut dire que tu abandonnes pas, tu repousses finalement pour faire mieux la prochaine fois, c'est ça? Exactement. Alors cette année, on revient avec plein d'améliorations. La première, c'est la gestion de la météo qui a été la raison pour laquelle j'ai dû sortir de l'eau. Oui. Donc on a toute une équipe d'experts qui aujourd'hui travaille depuis le mois de janvier sur comment est-ce que ce tronçon de la Méditerranée entre Calvi et Monaco en fait évolue, que ce soit en termes de courant, de vent, de vagues. C'est très très complexe et c'est vrai qu'on a été un petit peu, je pense, pas naïf, mais de se dire que la nature allait être sympa avec nous. Ouais. Mais on se rend compte qu'à la hauteur de l'enjeu qu'on essaye de défendre, ça aurait été presque trop simple de réussir du premier coup. Donc je suis très content d'y retourner. Donc nager pour la planète, c'est plus qu'un simple exploit sportif. Effectivement, là, c'est un symbole. C'est symbolique, évidemment, avant tout. Bien sûr, puisque symboliquement, c'est le mot, je vais traverser à la nage la plus grande aire marine protégée de Méditerranée, qui s'appelle le sanctuaire Pelagos, qui est régi par 3 pays, l'Italie, la France et la principauté de Monaco. C'est une zone qui est, on va dire, inédite, puisque c'est très très rare que 3 États se mettent d'accord pour pouvoir construire une zone de protection commune. Maintenant, la réalité, c'est que cette zone, elle n'est pas très protégée, à part son nom. Et donc, l'objectif, c'est aujourd'hui de sensibiliser tant le grand public aux enjeux et aux choses, aux solutions qu'on peut aujourd'hui appliquer dans son quotidien, mais aussi le secteur privé avec des entreprises, notamment maritimes, qui font pas mal de dégâts sur la zone, puisque les collisions avec les gros bateaux, cargos, de croisière ou autres, est la première cause de mortalité non naturelle des cétacés, donc sur la zone, que ce soit dauphins, baleines, etc. Et donc, il y a un vrai enjeu au niveau politique aujourd'hui d'instaurer une réglementation de la vitesse, par exemple, de mettre des critères un peu plus précis sur ce qu'on appelle aujourd'hui une aire marine protégée, et de pouvoir faire en sorte que tout le monde se mette d'accord, tout le monde y mette un peu du sien et qu'on pointe du doigt à nouveau des solutions plutôt que des problèmes. Et ça, comment c'est perçu? C'est entendu? C'est par les utilisateurs et notamment ceux qui Alors on était, rien que cette semaine, on était en rendez-vous à Marseille avec le président de la région Sud, donc qui est le premier concerné, puisqu'il occupe dans tous les territoires qui sont proches de la Méditerranée en France. On a eu le soutien personnel du prince Albert de Monaco l'année dernière, qui est venu me voir juste avant mon départ à Calvi. Donc on voit qu'on a un impact qui dépasse complètement le petit nageur suisse qui se trempe pour faire des records. Et c'est exactement le but, donc on espère continuer sur cette voie. Ouais. Le but, c'est de faire causer. Effectivement, ça marche, Mike Perez. Ouais, ça marche. La machine, elle est lancée en quelque sorte. Et là, moi, je me dis, mais est-ce que c'est bien nécessaire de vous infliger quand même
malgré tout la traversée là derrière, alors que finalement vous pourriez continuer simplement à faire passer le message, puisque justement là on commence à vous entendre ou à vous écouter même. Tout à fait. Alors je pense qu'il y a une question de crédibilité déjà, donc je suis pas politicien, je suis pas chef d'entreprise municipale ou autre, mais je pense que la natation, qui est mon sport passion que je pratique depuis que j'ai 8 ans, me donne une certaine crédibilité, parce qu'évidemment de réussir cette traversée voudrait dire battre le record de la plus longue nage au monde en eau ouverte dans une zone dite courant neutre, donc c'est pas rien. Un Suisse qui bat un record du monde en mer, c'est assez beau même, et j'espère réussir à ramener ça à la maison. Mais je pense que c'est véritablement l'exploit sportif qui intéresse d'abord le public, qui génère de l'intérêt médiatique et ensuite nous permet d'être entendus par les entreprises et les politiques. Donc c'est une stratégie de communication qui est assez complexe à gérer au quotidien, mais qui est, on va dire, la deuxième passion que j'ai à part le sport, c'est de réussir à émouvoir, à sensibiliser. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques, le monde bat, on va dire, en synchronisation avec le sport. Et donc j'espère être à la hauteur de cet enjeu et aussi de ce record qui porte tous les deux des valeurs que j'ai personnellement, qui sont pas de l'activisme, pas du militantisme, mais tout simplement du bon sens. Il y a une véritable pression que vous mettez à se dire, là, cette année, le record, faut que la traversée, il faut qu'on la fasse. C'est clair, j'ai pas le droit d'échouer. Ouais. Après, ce que j'ai appris notamment sur cette première tentative, c'est que, évidemment, quand on fait un défi comme ça, qui a tellement de paramètres qui peuvent le faire échouer, on va dire, la réussite d'un défi comme celui-ci, elle se tient, je pense, à 20% dans la préparation et l'équipe, et tout le reste c'est le vent, les vagues, le courant, un moteur qui peut casser sur notre bateau. Les coûts aussi, on n'en parle pas assez d'un défi comme celui-ci, sont énormes, que ce soit ceux on va dire qui sont générés par ma présence à certains événements, qui fait que je dois m'entraîner, notamment à l'étranger tous les jours. Donc il y a une logistique qui est très compliquée. Tout ce qui est bateau, d'avoir un bateau qui tient aussi 5 jours, 5 nuits. On parle de l'être humain, moi qui me prépare, mais on parle pas assez de l'équipement. Et surtout, on parle pas assez de l'équipage. C'est un vrai travail d'équipe, de réussir à... C'est mes yeux, ma boussole. Moi, je sais pas du tout où je vais pendant que je nage. Donc si je peux pas faire confiance à mon équipage, j'ai pas grand-chose qui me reste. Donc c'est vraiment très 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 complexe, et c'est pour ça que je pense qu'un record dans les conditions dans lesquelles on est en train de les faire sera très difficile à battre, et la raison pour laquelle on n'a pas forcément réussi le premier. Et donc cette année j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller au bout, mais physiquement et mentalement je sais que je suis capable, et après il y a toujours cette petite chance quelque part que les éléments soient avec nous ce jour-là. Merci Noam, tu restes avec nous. Un défi à la nage pour la planète, on continue d'en reparler dans un instant, c'est juste après la pause sur M le Média et sur Canal+. À tout de suite. Mais attendez messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ça serait bizarre. C'est génial, ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. De retour sur le plateau avec Noam Yaron, un défi à la nage pour la planète. Merci d'être avec nous. Défi incroyable. Ce défi est-il aussi finalement un message pour les jeunes générations ? Alors oui, pas seulement. Ouais. Alors je dirais qu'on a tous notre rôle à jouer. Aujourd'hui, on parle beaucoup, peut-être de la génération de mes parents, par exemple, qui n'ont pas, entre grands guillemets, fait assez. Je pense pas que c'est le cas. Aujourd'hui, on a accès à des informations, à des technologies qui n'étaient pas du tout accessibles il y a même quelques années en arrière. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se pose les bonnes questions. Maintenant, c'est le temps d'agir. Et c'est vrai que notre démarche autour de cette traversée Calvi-Monaco à la nage, qui est le record du monde de la plus grande nage au monde en combinaison sans sortir de l'eau, c'est vraiment un objectif de mettre en avant finalement ce que les scientifiques ont pu observer, de le rendre accessible au grand public, et surtout de générer assez de pression médiatique et sur les réseaux sociaux, où on a en ce moment même à peu près 15 millions de personnes qui voient ce qu'on fait tous les mois, ce qui est assez gigantesque. C'est énorme, ouais. Et donc c'est ce qui génère de la pression, de l'intérêt et j'espère de l'action. Et comment on se prépare comment on prépare son corps et son mental, parce que les deux, ça va de pair évidemment pour faire 180 km à la nage. Comment on prépare ça ? Ça se prépare pas. C'est assez simple, ça se prépare pas. Ouais. Ou ça se prépare depuis ma naissance, presque, on pourrait le dire. De réussir à faire une distance pareille, ça demande beaucoup de résilience mentale. Physiquement, je pense que quelqu'un qui arrive à faire à peu près 20 à 30 km à la nage a la capacité physique
d'arriver à faire ce défi, parce que la natation est un sport assez beau, en plus de porter de beaux messages avec ce défi. C'est un sport qui n'a pas d'impact, donc on peut le pratiquer à tout âge, avec on va dire une mobilité même réduite. Enfin, c'est un très très beau sport qui travaille tous les muscles du corps en même temps sans le blesser. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez positif pour une préparation, contrairement à un marathon ou même du vélo où c'est un peu plus compliqué. Mais c'est dans mon cas presque 6 entraînements par semaine. Je m'entraîne tous les jours à part le dimanche pour l'instant, et c'est des sorties en mer comme on l'a fait la semaine dernière de 8 heures de nuit avec donc les requins. C'est quand même beaucoup de préparation. C'est beaucoup de préparation, beaucoup de sacrifices, et c'est la partie la plus compliquée, mais ces entraînements physiques longs et barbants sont en fait l'entraînement mental qu'il va me falloir pour réussir à faire j'espère, moins de 5 jours, 5 nuits dans la Méditerranée sans sortir de l'eau. Mike Perez. Ouais, peut-être quand même rappeler pour les gens qui vous découvrent peut-être comment ça va se passer pratiquement, parce que là on se dit comment il va faire 5 jours, 5 nuits sans sortir de l'eau pour manger, boire, dormir, faire ses besoins. Voilà, je m'y attendais. Voilà, toutes ces choses-là. Tout à fait. Alors, la partie qui est... Donc déjà, il y a 2 règles pour que ce record soit officiellement homologué. La première, c'est de ne pas sortir de l'eau. Il y a un cas qui pourrait arriver, c'est si évidemment je fais un malaise, mais là le défi s'arrête. Le deuxième, c'est s'il y a un requin, puisqu'il y a des requins en Méditerranée, et on a l'obligation en termes de sécurité, si un requin est plus grand que moi, donc fait à peu près 2 mètres, que ce serait plus judicieux que je sorte de l'eau. À nouveau, aucune attaque a été répertoriée de requins sur la zone, c'est plutôt nous qui sommes dangereux pour les requins que l'inverse, mais à nouveau, personne n'a jamais traversé cette zone de jour comme de nuit au milieu de la Méditerranée, avec sur le parcours il y a des pointes où il y a 2800 mètres de fond, donc il y a énormément d'animaux qui viennent, puisque je fais le bruit d'une proie aussi à la surface. Donc toutes ces informations donnent pas mal de guides pour la partie technique. Donc je nage 1 heure sans m'arrêter, et ensuite j'ai à peu près 5 à 10 minutes de pause sur le dos où on me lance une bouée dans laquelle il y a des petits trous et où j'ai des gourdes, des petits bols pour boire, manger et surtout me rincer la bouche, puisque l'un des dangers en fait c'est le sel. Et le soleil aussi. Le sel en fait attaque les cellules des muqueuses, notamment de la bouche, de la gorge, et en fait une fois que ces cellules sont trop attaquées, elles meurent, elles explosent et elles gonflent. Et du coup c'est ce qui arrive en fait aux nageurs qui n'ont pas trop l'habitude du sel, ce qui est mon cas puisque je viens ici et que j'ai plutôt été bercé par l'eau douce du lac Léman. Voilà. Et donc, Aquaman d'eau douce. Exactement. Et du coup la problématique c'est que ça peut m'empêcher de respirer, de manger et de boire en faisant gonfler ma gorge. Et du coup c'est ça qui se répète, donc 1 heure de nage, 5 à 10 minutes de pause. Et pour dormir, il y a donc la possibilité, si la météo est favorable, si on a un calme plus ou moins plat, de dormir sur le dos. Et puis on a fait beaucoup de bruit en annonçant ça, mais j'ai réussi à développer aussi une méthode pour pouvoir dormir en nageant, que je peux faire uniquement la nuit. C'est une méthode d'hypnose. Pourquoi la nuit ? Parce que j'ai une petite ligne d'eau lumineuse en fait qui est tractée à côté de ma ligne d'eau de nage, à côté de laquelle je nage. Et du coup avec les paupières fermées, je peux savoir avec une partie de mon cerveau qui reste en activité, savoir si je suis plus ou moins proche de cette lumière ou si je m'éloigne. Et puis il y a une autre partie de mon cerveau qui dort. Et ce qui a été assez fou, c'est que les premières causes en fait les effets secondaires du manque de sommeil, c'est les hallucinations. J'en ai eu beaucoup sur ma première tentative de l'année dernière sur 103 km. Et en fait avec ces petites périodes de quelques minutes, voire dizaines de minutes parfois à la suite de sommeil en nageant, je perds complètement ces hallucinations. Donc la preuve que ça fonctionne. Ça fonctionne. Parce qu'on va devoir conclure. L'état des eaux, c'est catastrophe ou pas ? Ça dépend. Desquels ? Ce qu'on sous-estime complètement, c'est le Léman aussi, qu'on a la chance d'apercevoir depuis ici et qui a été on va dire l'écrin de mon premier défi finalement, qui m'a fait connaître l'eau libre et qui m'a fait connaître aussi dans cette action sportive pour la nature. Le Léman est plus pollué que la Méditerranée en termes de microplastiques. Il y a, selon une étude récente, plus de 100 tonnes de plastique qui finissent dans le Léman chaque année. C'est 2 fois plus qu'estimé en 2018. Et la première cause, on la sous-estime complètement, c'est les pneus de voiture.
voiture. Donc à chaque fois qu'on prend sa voiture et qu'on freine, qu'on tourne, il y a l'érosion du pneu qui est en fait du caoutchouc, du plastique et qui finit finalement avec le vent et la pluie directement dans le lac. Okay. Et il y a à peu près 2 fois plus, je crois, de concentration de plastique par kilomètre carré dans le Léman que la Méditerranée, qui à nouveau est connue pour être l'une des mers les plus polluées du monde. Donc les problèmes ne sont pas toujours outre-mer, outre-Atlantique, avec des îlots de bouteilles en PET. Elle est bien proche de chez nous et il faut qu'on agisse rapidement. Voilà, effectivement. Donc ça veut dire qu'il faut agir vite. Et puis effectivement, ce symbole, c'est symbolique, on l'a dit tout à l'heure, est très important évidemment. Magnifique défi. La nage. Le calendrier, c'est quoi alors ? Qu'est-ce qui va se passer concrètement là maintenant ? Alors à partir du 9 août, je serai à Calvi avec toute mon équipe et on attendra dès qu'une fenêtre d'à peu près 5 jours, 5 nuits s'ouvre, je pars avec les bateaux et il n'y a plus de retour en arrière possible. Et on pourra suivre tout ça sur les réseaux sociaux, j'imagine. Exactement, ouais. Donc Noam Yaron sur Instagram ou ailleurs et notre site internet calvi-monaco.com. Merci beaucoup Noam d'être venu. Merci pour l'invitation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Je dirais de la chance. Ouais, il faut de la chance. Beaucoup, bon. Ouais. Alors bonne chance. Et vous reviendrez sur le plateau pour nous parler de tout ça. Avec grand plaisir. À la rentrée, on débriefera la traversée. J'espère en entier avec le record. Ouais, j'espère aussi. Merci beaucoup en tous les cas. Et bon vent pour la suite. Et puis alors, bonne chance encore une fois. Merci beaucoup. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. Bon réveil sur M le Média et Canal+. Où tu veux. Comme